Disney est une véritable machine à théorie. Il en existe des dizaines et des dizaines autour des films du studio, que vous avez forcément déjà vu passer sur les réseaux. Mais il existe des rumeurs, légendes urbaines et hypothèses, non pas sur les productions Disney, mais sur l'entreprise elle-même, sur ses parcs d'attractions, mais aussi et surtout sur celui qui fut à la tête de la société jusqu'en 1966, sur celui qui en est à l'origine, Walt Disney. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous embarquer loin du monde coloré et magique de Disneyland. Laissez-vous plutôt plonger dans l'univers étrange, sombre et mystérieux de l'homme derrière Mickey. Commençons par la légende la plus connue et la plus tenace. Walt Disney serait cryogénisé et son corps serait caché à Disneyland Park, en Californie. La cryogénisation est un procédé de conservation à très basse température d'êtres vivants, dans l'espoir que de futures avancées technologiques pourront permettre de les ramener en vie. Elle pourrait permettre, dans le cas d'un patient souffrant d'une maladie incurable avec nos moyens médicaux actuels, d'attendre qu'un traitement de sa maladie soit éventuellement développé dans un avenir lointain. Officiellement, la première personne à avoir été cryogénisée est James Bedford. Il a été cryogénisé en 1966, 2 semaines après la mort de Disney. Si la théorie de Disney cryogénisé est aussi répandue, c'est qu'elle est aussi séduisante. En effet, Walt a toujours dit qu'il voulait être cryogénisé avant sa mort, et il semble étrange qu'un homme aussi carré que lui, et aussi riche, n'ait pas fait les préparatifs pour l'être réellement. Le président de la California Cryogenic Society déclara même que Walt Disney souhaitait être congelé. Walt avait un cancer du poumon, et bien qu'il ait subi une opération pour essayer d'enlever la tumeur, son cancer s'était malheureusement métastasé. Les médecins lui annoncèrent qu'il lui restait entre 6 mois et 2 ans à vivre. Mais seulement quelques semaines plus tard, Walt Disney est déclaré publiquement mort, et ses cendres seront dispersées à Forest Lawn. Selon la théorie, si Disney est mort si tôt par rapport à la prévision des médecins, c'est uniquement car il a été en réalité bien cryogénisé. Craignant qu'on s'en prenne à son corps à cause de sa notoriété, Walt aurait demandé à se faire cryogéniser en secret, sans que personne ne le sache. La première personne à l'avoir été ne serait donc pas James Bedford, mais bien Walt Disney. Bob Nelson, président de la California Cryogenic Society, dément quant à lui cette idée. La vérité, c'est que Walt a raté sa chance. Il ne l'a jamais spécifié par écrit, et lorsqu'il est mort, la famille n'a pas voulu. Ils ont préféré la crémation. J'ai moi-même vu ses cendres. 2 semaines plus tard, nous congelions le premier homme. Si Disney avait été le premier, cela aurait fait les gros titres du monde entier et aurait donné un sérieux coup de pouce à la cryonie. Mais c'est ainsi. Nelson dit-il la vérité, ou protège-t-il en fait le corps de Disney en secret? Beaucoup pensent que Walt repose sous le manège Pirates des Caraïbes, dans le tout premier Disneyland en Californie, et attend de revenir à la vie. Restons à Disneyland, et surtout restons à Pirates des Caraïbes. Le personnel en charge de l'attraction rapporte que des apparitions étranges se produisent sur les moniteurs, et que des bruits de pas se font entendre quand personne n'est à l'intérieur. Parfois des portes s'ouvrent, des lumières s'allument, mais il n'y a personne. L'histoire continue quand des visiteurs vont prendre des photos étranges, comme cette brume sur la photo alors qu'il n'y en avait pas sur le moment, ou bien ressentir des frissons désagréables à certains endroits de l'attraction.
Serait-ce Walt Disney, dont le corps serait caché dans le sous-sol, qui entrait Pirates des Caraïbes? Pour les techniciens, non, ce n'est pas Walt, mais Pirates des Caraïbes est bel et bien hanté. Selon eux, ce serait George, un ouvrier qui travaillait ici et qui, dans les années 70, aurait fait une chute mortelle et a fini écrasé. Pour éviter tout incident, les techniciens commencent leur journée en souhaitant une bonne journée à ce qu'ils considèrent être le fantôme de George. D'après eux, il est déjà arrivé que les machines tombent en panne s'ils ne saluaient pas George en début de journée. Alors, délire entre collègues ou réelle histoire? Dans la fin des années 60, alors que le chantier de Pirates des Caraïbes se finissait et qu'il allait ouvrir au public, les faux squelettes dans le décor n'arrivaient pas à convaincre les accessoiristes. Personne n'allait avoir peur de ces os faits de plastique. Alors Disney alla chercher de réelles morts chez UCLA Medical Center et durant quelques années, tous les squelettes de l'attraction étaient de vrais squelettes. Puis, quelques années plus tard, Disneyland déclara publiquement que ces squelettes avaient été retirés du parc et que la nouvelle génération d'accessoiristes avait conçu des os beaucoup plus crédibles. Or, certains visiteurs pensaient et pensent toujours que certains squelettes, des réels squelettes, sont toujours dans l'attraction. Josh de Disneyland Report suggère que le crâne et les os en croix ici seraient de vrais restes. Si vous observez, vous remarquez qu'ils sont plus sombres et plus anciens que les autres squelettes de l'attraction. Si ce lieu est au cœur de phénomènes paranormaux, peut-être est-ce les esprits de ces corps qui hantent l'endroit, à moins que ce soit George ou bien Walt Disney, ou bien simplement une légende créée de toutes pièces pour attirer davantage de visiteurs. Mais Pirates des Caraïbes n'est malheureusement pas le seul théâtre de phénomènes inexpliqués à Disneyland. En 1995, sort l'ouvrage Inside the Mouse, délivrant les côtés sombres de travailler chez Disney. Le Disneyland de Californie tiendrait tellement à sa réputation du happiest place on earth que les employés du parc auraient comme règle numéro 1 faire en sorte que personne ne meure à Disneyland. Si quelqu'un est sur le point de décéder, des ambulanciers se trouvent un peu partout pour l'amener le plus rapidement possible en dehors du parc, afin qu'il ne meure pas à l'intérieur de Disneyland. Un employé qui a voulu rester anonyme révèle dans l'ouvrage: « Le médecin m'a dit qu'il leur était interdit de laisser mourir des personnes dans le parc, qu'il fallait essayer de les garder en vie, artificiellement s'il le fallait, jusqu'à ce qu'ils soient en dehors de Disneyland. » Cette règle est-elle vraie? Si oui, existe-t-elle réellement pour préserver la réputation du parc? Selon cette théorie, il existerait une autre raison derrière cette étrange règle. Voici l'appartement de Walt Disney, se trouvant à Anaheim, en Californie, à l'intérieur de Disneyland donc. Peu après sa mort, un employé a une frayeur, quand la lumière se met à s'allumer et à s'éteindre sans raison. Des membres de sa famille y vivront aussi d'étranges moments, comme le jour où les rideaux se sont mis à bouger tout seuls. La légende était née. Walt hante son appartement. Un ouvrier est mort lors de la construction de Space Mountain. Selon des employés, ils revoient leurs collègues de temps en temps à l'intérieur de l'attraction. Mais le plus frissonnant se déroule au monde des poupées. Les personnes y travaillant jurent voir les poupées cligner des yeux, voire même se déplacer par elles-mêmes. La liste est longue et il vous suffira de quelques clics pour trouver de longues listes de lieux véritablement hantés à Disneyland. Et si la règle numéro 1 des employés du parc, à savoir celle qui les interdit de laisser quiconque mourir dans le parc, avait été créée pour ne pas qu'ils soient encore plus hantés? Il y aurait déjà bien trop d'âmes en liberté qui se baladent à l'intérieur de Disneyland. Trop de phénomènes inexpliqués, trop de frayeurs qui vont à l'encontre de l'image belle et magique de Disney. Pour finir avec cette idée, il est intéressant de noter que des centaines de personnes viennent déverser les cendres de leurs proches décédés à l'intérieur de Disneyland. Un acte illégal, mais qui continue de se faire encore aujourd'hui. Le manoir hanté abrite probablement tellement de vraies cendres humaines que ce n'est même plus drôle, déclara un gardien au Wall Street Journal. Si quelqu'un est attrapé en train de verser des cendres quelque part,
l'attraction concernée est fermée temporairement pour cause d'incidents techniques, le temps qu'un nettoyage spécial, le nettoyage EPA, se fasse. Ce nom de code est une référence à l'appareil à haut niveau de filtration utilisé pour aspirer les cendres dans le parc. Mais alors, pourquoi tout fermer et tout arrêter uniquement pour descendre? Pourquoi tant de moyens pour s'en débarrasser? Eh bien, selon les partisans de cette théorie, pour ne pas que Disneyland soit habité par davantage d'esprits. S'il y a bien une autre légende tenace qui colle à la peau de Walt Disney ainsi qu'à Disneyland, c'est bien celle de la sorcellerie. Walt aurait été un grand pratiquant de l'occultisme et le Disneyland d'Anaheim aurait été de son vivant le théâtre de ses pratiques ésotériques. Mais alors, d'où vient cette idée? Déjà, il est probable que Disney soit le descendant d'un des sorciers de Salem, sa mère étant une descendante du révérend George Burroughs. On sait de plus que Disney a rejoint l'ordre de Desmollets, ordre paramaçonnique tirant son nom de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, mort sur le bûcher pour avoir pratiqué la magie noire. Ce serait encadré par ses frères de Desmollets qu'il aurait appris les rudiments, la pratique et la philosophie des arts métaphysiques. Mais tout ceci nous amène au plus grand mystère de Disneyland. Le Club 33. Il s'agit d'un restaurant dans New Orleans Square à l'angle de l'entrée de Pirates des Caraïbes. Décidément, on y revient encore une fois. Le Club 33 ouvre ses portes au public le 15 juin 1967, 6 mois après la mort de Walt Disney. Avant ça, il est interdit de rentrer dans le Club 33 et personne ne sait ce qui faisait Disney, ni qui étaient les autres membres de ce club mystérieux. Les hypothèses et les rumeurs commencent à se répandre à ce moment-là. En effet, le chiffre 33 renverrait au 33e degré l'un des plus hauts grades de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas sans compter les disparitions d'enfants dans Disneyland. La légende est alors née. Walt Disney fait de la magie noire dans le Club 33, utilise ses enseignements des francs-maçons pour y parvenir et sacrifierait des enfants qu'il kidnappe dans son propre parc. D'ailleurs, Mickey, avec ses gants blancs et son short tablier à 2 points, il symboliserait un petit franc-maçon. La toute-puissance de la conscience est, elle, représentée par la figure de Jiminy Grillon dans Pinocchio, qui reçoit à la place du cœur une médaille plaquée or. Avec l'apprenti sorcier, Disney serait le plus grand propagateur de la sorcellerie en son temps. Walt Disney était-il franc-maçon? Était-il de plus un adepte de la magie noire? Le Club 33 servait-il de lieu de réunion de frères de la confrérie? Nous ne le saurons jamais. S'il te plaît YouTube, ne démonétise pas ma vidéo. Je ne peux pas faire un épisode sur Disney sans vous parler de ça. Il y a probablement un nazi dans Disneyland. Les rumeurs à propos d'un SS dissimulé dans une peinture au Disney World en Floride se répandaient déjà depuis des années. En 1992, Disney demande à ce que le mur de la salle de bal du Grand Floridian Resort soit peint dans l'ambiance de Gatsby. Le SS serait ici. Interviewé pour le livre Sabotage in the American Workplace, le peintre Harvey explique qu'il a bien peint un SS car dans les années 30, pendant que les riches faisaient la fête, des choses plus sérieuses se faisaient déjà sentir avant que la guerre éclate. Ce serait aussi une façon de rendre immortel le lien
entre l'Empire Disney et la sympathie nazie qu'éprouvait son fondateur. Mais beaucoup pensent que Harvey ment, qu'il a juste pas un gardien de sécurité et qu'une fois les rumeurs lancées, il a inventé une histoire allant dans le sens de celle-ci. Mais Walt Disney était-il nazi ? Il est clair que Walt avait un positionnement plutôt antisémite. Dans la version originale des Trois Petits Cochons, le loup se déguise en vendeur de brosses avec un masque, faisant de lui la caricature d'un colporteur juif avec un fort accent yiddish. Abigail Disney, petite nièce de Walt Disney, confirme qu'il détestait bien les juifs. L'animateur Art Babbitt, ayant travaillé chez Disney, avoue avoir eu de très mauvaises communications tout au long de sa carrière avec Walt, car il était juif. C'est lui qui, quelques années après sa mort, avouera avoir vu Walt se rendre, en compagnie de son avocat, à des meetings et rassemblements pro-nazis dans les années 30, sur le sol américain. En 1938, Walt Disney a personnellement invité Leni Riefenstahl, la célèbre réalisatrice de propagande nazie et proche d'Hitler, pour visiter ses studios. En 1940, Disney s'oppose même publiquement à l'engagement américain dans la guerre. Son frère, Roy Disney, ira même en Allemagne pour assurer la distribution de Blanche-Neige et les Sept Nains auprès de Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie. Hitler qualifiera même ce film de chef-d'œuvre. Beaucoup de fois, l'entreprise Disney a failli disparaître par manque de sous et de réels bénéfices. Walt dira que plusieurs fois, il a dû vendre des affaires personnelles pour ne pas que son entreprise coule, ou bien pour créer le premier Disneyland. Mais certains sont convaincus que Walt ment, et que cet argent venait en réalité d'Hitler. Ce n'est qu'une fois les États-Unis attaqués par l'Allemagne que Walt commencera à faire des films de propagande anti-nazie, et que les studios Disney serviront de dépôt d'armes ou encore d'hôpital. Mickey ou Pluto seront même dessinés sur des badges que les soldats américains avaient pour leur remonter le moral et les encourager à aller au front. Alors, Walt Disney était-il nazi ?